un peu comme les imprimantes. Je me lève, je suis chef d'entreprise, comptable, technicien d'informatique, dépanne en tout genre, gestion de RH, voilà. Chef d'entreprise, c'est couteau suisse. Alors Catherine Wagner, je suis dirigeante d'une société de démolition automobile et de recyclage de véhicules. Depuis 2009, nous traitons tout ce qui concerne le démontage, démantèlement, dépollution, recyclage, économie circulaire et traitement des matériaux. Donc je m'appelle Émilie Michel, j'ai 41 ans, je suis dirigeante de l'entreprise Sofib, domiciliée à Nord-Veneur, sur la zone écoparc. Et donc on emploie 20 personnes, je dirige la société avec mon mari. Et nous œuvrons dans le bâtiment, on fait de la fabrication et pose, de menuiserie aluminium, serrurerie, tôlerie pour les particuliers et les professionnels. Et voilà. C'est surtout, alors j'avais toujours envie de créer mon entreprise, ça depuis toute petite, et je pense que c'est aussi une histoire de caractère et de personnalité qui a fait que. Mais quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit c'est le moment. C'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de pouvoir créer, d'avoir une certaine liberté d'action et de pouvoir aussi organiser son planning, parce qu'on peut organiser son planning comme on le souhaite, un minimum. Et donc j'ai créé l'entreprise comme ça. Je suis issue de formation scientifique avec une spécialisation en environnement et j'ai toujours été particulièrement passionnée par le recyclage, l'économie circulaire, la valorisation. Et donc c'était tout naturellement de reprendre cette entreprise qui à la base était une entreprise familiale que j'ai reconvertie en version plus industrielle et portée vers la protection de l'environnement. La vraie réponse de comment j'ai débuté l'entrepreneuriat, c'est dans le berceau. Étant donné que mes parents donc, sont chefs d'entreprise et ont eux-mêmes hérité donc, de l'entreprise familiale qui a été fondée en 1922 par mon arrière-grand-père. Voilà, moi j'ai été dans la société déjà toute petite, au berceau. Des salariés m'ont connue au berceau. Et puis, donc j'ai fait mes études. Et puis, donc voilà, le goût de chef d'entreprise, on l'avait au repas de famille, on l'avait dans les discussions au quotidien, etc. 2 fois, 3 fois, 4 fois, on se relance. Malgré aujourd'hui l'entreprise a 12 ans. En 12 ans, j'en ai vu passer pas mal et encore, je sais que je vais en avoir dans les années à venir. Des hauts, des bas, des moyens, tout ce qu'on veut et je recommencerai. Je crois que je ne changerai rien du tout. Je suis plutôt satisfaite de ce qu'on a réussi à accomplir en une dizaine d'années. Et il y a encore plein de projets pour les 10 prochaines années, donc plutôt un bon parcours pour le moment. Si tout cela était à refaire, je ne changerais rien. Je pense que tout ce que la vie nous met sur le chemin est bon à prendre. Aussi bien les échecs que les réussites, voilà, l'expérience, voilà, maintenant j'ai 41 ans, je n'étais pas la même à 20, ni à 25, ni à 30, ni à 35. Voilà, tout a un rôle, tout a un sens. Et c'est sûr qu'il faut remonter les manches et il faut le vivre, il faut le résoudre. Mais tout a un sens, donc il ne faut rien changer. Je ne me situais pas vraiment, j'étais pas particulièrement à l'aise du côté du salariat. J'avais une volonté de créer, de développer toujours un petit peu plus en amont. Et vraiment, la succession arrivant, il y avait ce projet qui était en route. J'ai profité finalement d'un tournant dans ma vie pour me dire, voilà, on va se lancer. Il y avait aussi le gain en liberté, c'est-à-dire en autonomie, en liberté, finalement, faire ses choix et les assumer, c'était ce que je voulais mettre en place. Alors, reconnaissance, oui, ça a toujours, et c'est encore le cas, je pense. Succession, non. Indépendance, surtout. Vraiment avoir envie de liberté. À l'époque, j'étais salariée, j'étais en CDD. On m'a proposé un CDI que j'ai refusé pour créer mon entreprise. Et la personne à qui j'ai refusé le CDI m'a dit « Tu seras mieux dans tes baskets là-bas ». Et aujourd'hui, quand elle me revoit, elle me dit « C'est clair ». Je ne vis pas ma différence de femme au quotidien, je l'ai vécue de par d'où je viens, la succession, la famille, et que les dirigeants avant moi, c'était des hommes, des décideurs. Les femmes comme ma grand-mère ou ma mère, elles faisaient l'administratif et puis voilà, elles n'étaient pas forcément décideurs ou dirigeantes au grand jour, même si elles comptaient quand même dans la vie de mon père et de mon grand-père.
Et moi, je suis arrivée là-dedans où c'est l'inverse. Moi, j'ai un tempérament à diriger, à tenir les rênes, et donc j'ai dérangé et ça a pas été peut-être accepté. Et voilà, et on a dû trouver une solution. Et la solution, c'était de se séparer. Comme tous les enfants à l'école, donc ça c'est le point numéro 1, la course du matin. Ensuite, on arrive au bureau, on gère toutes les urgences parce qu'il y a toujours tout un tas de choses qui se sont passées, y compris nocturnes, hein, parce que ça arrive, pas plus que ce week-end où on subit parfois des cambriolages ou des sinistres. Voilà, ça c'est les urgences. Après, le quotidien, manager les équipes, faire le programme, ne pas oublier les projets qu'on a toujours dans la tête. J'ai également des engagements en dehors de mon entreprise, puisque j'ai été nommée par Muriel Pénicaud ambassadrice de l'égalité professionnelle, donc je suis également engagée sur tout ce qui est mixité. Également sur le côté associatif et également j'ai pris des fonctions de juge consulaire à la chambre commerciale de Thionville, donc au niveau entrepreneurial je m'engage y compris vis-à-vis de mes collègues et confrères et c'est vraiment une grande passion. Il n'y en a pas. Une journée type, c'est on ne sait pas ce qui va arriver. Alors j'ai naturellement des plannings, des rendez-vous, des choses prévues, mais c'est surtout plein de choses qui peuvent s'agrémenter dans la journée suivant les urgences. Quand on est chef d'entreprise, alors aujourd'hui moi j'ai une petite équipe avec moi, cette équipe gère le quotidien et on va dire que quand il y a des problèmes ou il y a des choses qui arrivent sur mon bureau, en général c'est les urgences et les conflits à gérer. C'est beaucoup plus la problématique. Et après il y a tout le côté gestion quotidienne de l'entreprise, donc RH, financière et tout qui s'anticipe. Donc une journée type c'est lever 6h, à 7h j'ai déjà lu et traité des mails et je finis à 23h minuit avec des aléas sur la journée qui vont de la comptabilité au RH, à un dépannage client, à un enregistrement d'une présentation de l'entreprise, à une gestion de communication et au milieu à une gestion d'une problématique fournisseur. Ma journée type, donc je déjeune généralement avec mes enfants avant qu'ils partent au collège. Je m'occupe du chien. Je pars travailler. Ensuite, généralement, j'essaie de rentrer pas trop tard pour pouvoir faire du sport ou cuisiner quand j'ai pas le temps de cuisiner le week-end pour toute la semaine, au moins la première partie de semaine, et puis garder du temps pour mes enfants. Mais la journée type, c'est ça. C'est fini que le dirigeant il charge la camionnette le matin à 7h et il rentre le dernier le soir. Le bon dirigeant aujourd'hui, c'est celui qui peut partir en vacances tranquille et que sa société elle continue à tourner. Difficulté. Le fait que personne n'ait adhéré au concept au départ, est-ce une difficulté ? On peut en rigoler aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai dit je lance mon entreprise, ma famille m'a dit tu vas créer des dettes et tu feras rien d'autre, parce qu'ils avaient une grande crainte. Mon premier mari ne m'a pas soutenue alors qu'il était informaticien, il m'a dit qu'une femme dans l'informatique ça irait pas et que personne ne voudrait travailler avec moi et que je serais pas prise au sérieux. Alors les clients pareil, au début j'étais la jolie petite commerciale, j'ai eu le droit à peu près à tout. Pourtant ces premiers clients où j'ai eu beaucoup de mal au début, il y a 12 ans, sont toujours clients chez nous. Donc, comme quoi j'ai su les convaincre et aujourd'hui ils nous demandent. Et ils demandent à ce que ça soit Amandine qui les dépanne. Donc j'ai su convaincre que la fille savait aussi dépanner de l'informatique et savait faire. Sur les partenaires autour, j'ai eu le droit à toutes les remarques sexistes possibles et imaginables, je pense, et il y en a encore, j'ai pas de doute. Mais plus on m'en faisait, plus je me disais, il faut qu'on puisse montrer que c'est faisable. Il faut que je puisse dire aux générations d'après, à mes enfants, filles ou garçons, de leur dire, voyez, on peut le faire. Et il n'y a pas d'histoire de c'est des filles, c'est des garçons, c'est une entreprise, c'est forcément un homme. Tout le monde peut le faire. Si on a envie et on a les compétences. Alors les difficultés classiques, c'est finalement de convaincre. Il faut convaincre sur le projet, il faut être porteur du projet. Les grosses difficultés sont souvent les établissements bancaires, parce qu'aujourd'hui, quand on est une femme, la réalité c'est qu'on ne nous suit pas de la même manière qu'un homme dans un métier dit industriel ou un métier dit masculin. Donc il faut convaincre 2 fois plus, apporter 2 fois plus de garanties. Il faut mener un discours, même si, on va dire, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Il était très très difficile de convaincre. Il fallait souvent avoir des partenaires masculins pour pouvoir aboutir. Donc ça a été très complexe. Aujourd'hui, les temps changent et je crois que justement, il faut en profiter. Il faut
insister auprès des femmes pour que ça ne soit plus des freins. Il faut vraiment se faire accompagner, entourer si besoin. Et puis essayer de mettre ça de côté en se disant c'est vraiment une histoire de compétences. Être fille de, c'est pas facile non plus parce que donc les sociétés familiales, c'est sûr que dans une société familiale, il faut tenir compte des avis de tout le monde. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, être fille de, ça veut dire que vous devez faire vos preuves. Donc moi, j'ai commencé à 23 ans quand j'ai terminé mes études et j'ai fait du chiffrage. Donc j'ai pas été chef, ça veut dire que j'ai commencé comme tout le monde et j'ai fait du chiffrage, j'ai épluché des plans, j'ai fait des appels d'offres, etc. Et j'ai bossé 6-7 ans, voilà, c'est long, à faire mes preuves et à apprendre le boulot, tout comme mon frère d'ailleurs. Donc pour gagner la confiance et le mérite des autres. Et ça, maintenant, c'est acquis, parce que c'est pour ça. Mais si je ne l'avais pas fait, ou si j'avais été débarquée là, dans une succession, les gens qui sont là depuis 35 ans et vous êtes déposés comme une fleur sur le panier, ça ne marche pas non plus. Et la troisième, c'est d'être une femme. Ça, c'est sûr que ça a été une difficulté dans le schéma de l'entreprise familiale, de s'imposer en dirigeante. Le changement de nom. Alors au départ on s'appelait SOS Micro 57, on est passé à Style PC et ça a l'air tout bête, mais c'était mon bébé. C'est-à-dire que j'ai créé SOS Micro 57, c'est mon bébé à moi. Et quand on est passé à Style PC, donc on est sur une autre étape, une autre envergure, on est quelque chose de national et d'international parce que maintenant on est au Luxembourg et tout ça, et on se développe. Et alors déjà je partageais ça parce que j'ai pris un associé. Donc, je partageais le fait de mon bébé, je le donne un petit bout, à quelqu'un, et puis on change de nom. C'est comme quand on passe, je pense, de l'enfance à l'adolescence. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, ils deviennent ados, il y a une partie qui part et c'est difficile. Là, c'était pareil. On est sur l'adolescence de l'entreprise, c'est un peu difficile. Le plus difficile, c'était peut-être de convaincre les partenaires, donc les gens avec qui on travaille, les concessionnaires, les garagistes, tous les collaborateurs qui avaient l'habitude de travailler avec cet univers exclusivement masculin. Je dis toujours, un homme pour convaincre aurait mis à peu près 3 ans de durée de vie de son entreprise. Moi, j'ai peut-être mis entre 5 et 7 pour devenir convaincante et finalement être crédible. Parce que quand on est dirigeant, qu'on a ça dans le cœur et qu'on veut que ça bouge et qu'on est plein de projets tout le temps et qu'on a la niaque, on veut que ça se passe et on veut que ça change. Sinon, on est malheureux. Enfin, moi, je ne l'ai pas supporté et j'ai dit, stop. Donc, soit on va dans la direction que je propose, soit vous n'y allez pas, mais moi, je n'irai pas avec vous. Et donc, voilà, comme ça faisait quand même 20 ans qu'on travaillait tous ensemble, parce que j'ai fait 17 ans d'entreprise familiale, à gérer les 3 à 4. C'est déjà pas mal, quoi. Et donc, voilà, sauf qu'après, j'ai fait un burn-out. Et là, pour me relever, je ne pouvais pas y retourner. Impossible de retourner au bureau. Donc, on recommence à zéro. Et là, c'est mon mari qui m'a ramassé, mes enfants, mes amis, et qui m'ont dit, il y a une autre voie possible, Émilie, tu peux faire toi. Oui, tu vaux quelque chose. Oui, tu sais travailler, tu as des valeurs, tu as été élevé comme ça. Tu peux le faire autrement, différemment, sans eux, ailleurs. C'est possible. C'est plus compliqué. Il y a toujours ce syndrome de l'imposteur où on nous fait comprendre qu'on n'a pas notre place, où on s'attend finalement à avoir un interlocuteur masculin. À de nombreuses reprises, on peut avoir des clients qui demandent à parler au patron et qui se retrouvent finalement dans une situation où ça ne leur convient pas. Donc il faut redoubler d'efforts pour finalement aboutir à les convaincre que c'est bien vous et qu'il n'y aura personne d'autre qui va franchir la porte pour vous remplacer. Quand on est jeune, j'ai eu du mal à être prise au sérieux au début, surtout sur la partie technique. J'étais la petite jeune de 25 ans qui débutait, qui était pleine d'espoir et pleine de rêves et qui pensait révolutionner le monde, entre guillemets. Et en face, j'avais des chefs d'entreprise, parce qu'on fait que du B2B, qui avaient 50 ans et plus et quasiment que des hommes. Et ils voyaient en moi leur fille ou belle-fille, mais pas leur informaticienne qui allait les dépanner. Donc il y a ce côté où il faisait « Oh ma petite mignonne, oh ma petite gentille voilà. Alors on a l'impression que c'est gentil, mais à la fin ça en devient désobligeant parce qu'on se dit on n'est pas pris au sérieux. Donc ça c'est compliqué. Après quand on grandit et on s'affirme un peu plus,
la relation est différente. Il y a beaucoup plus d'empathie, il y a plus de... C'est moins une relation d'homme fort à homme fort, entre guillemets, sans être péjoratif. On va être sur une relation beaucoup plus amicale. Je trouve que la relation avec les clients devient plus amicale plus facilement. Vis-à-vis de la relation client, on a des atouts qu'un homme n'a pas. Ça s'explique pas. Non, mais je veux dire, ils sont contents de nous voir. Un homme ne va pas vous attribuer un marché parce que vous êtes belle, il va rester sur les critères économiques et il sera juste content de vous voir vraiment et pendant la négo parce que ça sera plaisant, parce que ça changera de la personne de 50 ans avant vous. Et puis jeune, dynamique, entreprise familiale, enfin on refait le topo, donc c'est très plaisant. Mais le choix va rester, comment on dit, rationnel. Une femme en négociation, elle va vous sortir des trucs, des intuitions, des choses que vous lui avez parvenues, où vous êtes trop comme ci, trop comme ça, et elle va plus induire son jugement par rapport à ça. Donc j'ai rarement gagné des marchés où j'avais des femmes. On a toujours les modèles familiaux, donc on est dans une famille d'entrepreneurs. Également des partenaires que j'ai eu quand j'ai démarré ma carrière. J'ai eu des collaborateurs ou des supérieurs qui m'ont beaucoup formée. Et je pense aussi que tous les réseaux sont favorables à un environnement plus propice. On se sent moins seul et il faut absolument rompre finalement cet isolement. Et quand on est jeune, on fait des fois des coups de folie, on fait ce qu'on a envie de faire et on les fait et nos proches ils nous laissent faire. Ça fait des expériences. Donc on est plus posé. On sait plus ce qu'on veut. Et la personne qui m'a aidée à être la femme que je suis aujourd'hui, totalement épanouie à 250%, c'est mon mari. C'est mon mari qui m'a donné, je le redis, de l'amour, de la confiance, qui m'a ouvert des voies, mais aussi qui m'a permis, qui me donne maintenant au quotidien dans l'entreprise un formidable binôme. Ça veut dire que sans lui, l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On fonctionne très bien ensemble. On est très complémentaires, on se remet aussi beaucoup en question. Il apprécie la manière dont je fonctionne, j'apprécie la manière dont il fonctionne et on va très bien ensemble. Donc c'est la corrélation parfaite. Alors moi, ce serait plus au moment du développement de l'entreprise. En 2014, fin 2014, Étienne, donc mon mari, m'a rejoint sur la structure. Donc au départ, c'était pour quelques mois, parce que j'étais en fin de grossesse et qu'il fallait m'épauler pour compléter la fin de grossesse et suppléer. Et puis derrière, au final, il est toujours là. On est en 2021, il est devenu associé et ça se passe plus que très bien. On a la même vision client, même vision entreprise. Donc voilà, ce qui m'a permis de m'appuyer sur lui, de faire grandir l'entreprise et passer un cap. Le fait d'être deux, de s'appuyer sur deux, de se reposer sur deux, c'est quand même autre chose. On peut se poser différemment. J'ai pu me concentrer sur une partie de l'entreprise, lui sur une autre, et ça a permis aussi ce développement. Alors nous, on s'est mis des moments de pause, des moments de vase clos à nous, voilà. Et ces moments-là, c'est des moments seuls chacun, où il va marcher, je vais faire du sport, on a chacun nos trucs, et on a des trucs tous les deux, juste sans l'entreprise, sans les enfants, sans la maison. Et c'est important de conjuguer le tout pour que ça fonctionne. Mais il faut vraiment une confiance partagée et se dire les choses. Il faut être accompagné par des personnes qui comprennent. Soit ils sont dans la même situation professionnelle et du coup c'est beaucoup plus simple d'expliquer qu'on court souvent après le temps et il faut un équilibre de répartition des tâches. C'est-à-dire que souvent je dis les enfants on les fait à deux, on les assume à deux, la maison c'est pareil, le quotidien c'est à deux, donc il faut pouvoir répartir pour que ça soit serein. Et on a l'équilibre parfait, mais ça vient de la liberté. À partir du moment où vous avez acquis votre liberté, vous êtes équilibré. Et vous pouvez tout accorder. Donc, c'est lié. Avant, je n'osais pas arriver. C'est Anthony qui m'a appris ça. Il m'a dit, mais tu sais que tu peux arriver à 10h. Ah bon? Non mais, oui. Au début, j'y arrivais. Je montais même direct dans mon bureau. Il me dit, mais tu dis pas bonjour? Je dis, je sais pas. Il me dit, mais et maintenant, voilà, j'arrive, tout le monde est content. Ils savent bien que j'ai une vie. Enfin, je veux dire, voilà, je suis pas au lit jusqu'à 9h30. Que j'ai une vie d'avant, en plus je bosse de la maison, puis voilà, j'ai des enfants, je suis épanouie, donc voilà, ils sont contents de me voir, et ils disent ça,
Puis maintenant, bah, ça se passe même le mercredi, je télétravaille, je reste avec les enfants. Enfin, il n'y a aucun. Mais avant, non. Oui, sur les 3 dernières années, globalement, on sent une volonté déjà des pouvoirs publics de changer la donne, changer les choses, que ce soit sur l'écart salarial, que ce soit sur les prises de poste dans les conseils d'administration. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann, il y a des choses qui ont vraiment changé. Donc petit à petit, on est en train d'estomper cette différence. Il y a encore du chemin, mais ça se fait tout doucement. Alors, on en parle beaucoup plus que quand j'ai créé, par exemple. On sent que ces 5-6 dernières années, on a une vraie dynamique là-dessus, où les gens se mobilisent, veulent vraiment travailler sur l'égalité homme-femme, l'entrepreneuriat au féminin, pousser les filles à aller vers les carrières dites techniques, dites masculines, etc. Vraiment une homogénéité. Et puis même sur l'égalité des salaires, casser un petit peu ce plafond de verre et tout. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il reste un grand delta. C'est-à-dire que même si on communique énormément là-dessus, il y a un vrai banc médiatique, il y a une vraie volonté, même des pouvoirs publics, de tout le monde, on sent que malgré ça, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui veut créer, si elle crée dans la coiffure, l'esthétique, la couture, limite, enfin très très stéréotypé, ça ira très bien. Une femme qui demain fait je veux créer dans le BTP, la menuiserie ou enfin dans d'autres métiers, ça sera beaucoup plus complexe. Ça veut dire qu'entre femmes, des fois c'est quand même très complexe. Et par exemple, si une ou plusieurs femmes sont déjà sur un domaine et un peu mis en avant et mis en lumière, elles veulent pas forcément de concurrence. Donc elles aideront pas forcément leurs collaboratrices à le faire. Ça change beaucoup. Et puis, bah, moi, je suis encore très fière quand je vois des femmes à des postes. Ça m'intéresse même un peu plus de savoir leur histoire. Je pense qu'il y a plus de choses autour d'une femme qui est dirigeante. Bon, des hommes, bah, c'est un schéma, on va dire, qu'on peut peut-être connaître, même s'ils sont tous différents. Mais des femmes dirigeantes, je pense qu'elles ont tout leur parcours. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant à connaître. Je dirais que les collaborateurs, finalement, voient un management un peu plus dans la bienveillance. Vis-à-vis de l'extérieur, je ne pense pas que ça fasse de différence, parce qu'un manager est là pour emmener son équipe et porter ses projets. Donc pour moi, je ne vois pas de différence. Le but étant finalement que tout le monde trouve l'écosystème pour se grandir dans l'entreprise. Première chose, c'est que je suis perfectionniste. Bah, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'aurais demandé avant de venir. Comme ça, on n'a pas de problème. Il y a des témoins. Donc, perfectionniste, ça c'est sûr. Exigeante. Mais bon, il faut. Hein. Carré, organisé, structuré. Je suis aussi accessible. Ça veut dire que on est humain, authentique et on communique beaucoup. Donc, c'est aussi une clé. Et puis, on m'a dit aussi, enfin, qu'on ressentait que du coup, dans notre site de management, on était en sécurité, parce que on communiquait aussi beaucoup, il y avait une transparence, donc en sécurité financière même. Donc, ça permet à des gens de s'épanouir aussi en dehors de la société, dans les projets personnels, et ça, c'est important. Et puis, la dernière chose, c'est la confiance. Je pense qu'on inspire la confiance, et ça aussi, c'est important dans son travail au quotidien. J'ai mon côté maman. Je suis maman de mes 4 enfants et je suis maman de mes salariés, je dis toujours. Parce que il y a le côté ça va être Noël, on fait le repas de Noël, mais c'est pas parce que c'est Noël. Enfin, il y a Pâques, je veux dire, à la Saint-Nicolas, ils ont tous leurs petits chocolats. À Pâques, ils ont leurs petits chocolats. On fait des après-midi massages. Mais c'est, je pense, mon côté maman qui ressort. Enfin, le côté mère de famille qui a envie de coucouner, qui a envie de protéger sa famille, qui a envie de faire ce petit cocon. Et c'est là-dessus, et ça c'est propre vraiment à ma personnalité. J'ai ce besoin-là d'un peu de materner, un peu d'épauler, d'aider. Donc c'est pour ça que moi je tiens mes salariés dans le sens où j'ai une relation, c'est un peu comme avec les clients, où on devient pas forcément amis dans le sens copain-copain, mais on a une certaine proximité et c'est le côté vraiment familial. Et ce qui fait qu'il doit y avoir du respect, vraiment beaucoup d'intégrité et beaucoup de confiance l'un envers l'autre.
Et ça, c'est ce qui est le plus dur, parce que c'est pareil avec le salarié, c'est-à-dire que je dois avoir confiance, il doit avoir confiance en moi, je dois avoir confiance en lui. Je dois me dire qu'il est là parce qu'il a envie de faire avancer l'entreprise avec moi, et moi j'ai envie de le faire avancer au sein de l'entreprise. Enfin, c'est vraiment un côté win-win, quoi. Il y a certains points de friction qu'on peut appeler avec j'appelle ça des caractères un petit peu arriéristes, c'est-à-dire il existe toujours des mentalités un peu orgueilleuses. On peut avoir sur des points comme ça, des points de friction où c'est difficile de faire changer certaines mentalités. Donc on s'en rend compte et on est obligé d'ajuster le curseur à ce moment-là. Et on modifie, y compris ses facultés de recrutement. On modifie quand on fait des annonces, on précise que le management risque d'être féminin pour que le collaborateur soit en parfaite adéquation, parce qu'il faut qu'il accepte également que le management soit féminin. La différence entre le management masculin et féminin, je pense que les femmes sont quand même peut-être plus pointilleuses, rigoureuses, organisées. On va tenir à ce qu'on veut, du fait de notre histoire en fait. Comme on en a plus un peu bavé pour y arriver, bah, maintenant qu'on y est, ce qu'on veut faire, on veut que ça soit appliqué et on veut que ça réussisse. Et donc on est beaucoup plus impliqué. Et donc, ça se ressent dans l'organisation. Après, on peut avoir chacun des qualités différentes. Mais encore une fois, c'est lié à l'histoire. C'est lié à la personne qu'on est et à ce qu'on a vécu. C'est pas le fait d'être une femme, c'est le fait de naître femme. C'est le fait de ce que la femme a dû traverser pour arriver à la place qu'elle est, qui est différente de celle de l'homme. Donc, elle exprime maintenant son management d'une manière différente. Ou son leadership, d'ailleurs. Je dirais que le management au féminin est beaucoup plus empathique. Il y a une vraie empathie, il y a une vraie prise en considération de la personne, de l'humain, de prise en considération des besoins personnels et professionnels. Alors je ne dis pas que les hommes ne le font pas, hein, mais j'ai senti sur le management en général, il y avait ce côté-là qui était beaucoup plus présent. Tout bêtement sur l'organisation de planning, quand on va venir en disant j'ai un enfant, il faut peut-être que j'arrive qu'à 9h parce que j'ai un dépôt crèche, un dépôt école, ou il faut que je parte plus tôt, mais je réorganise, ou j'ai besoin de faire du télétravail, ça sera plus facile. Parce qu'on a les mêmes problématiques. On n'est plus regardant sur le côté bien-être au travail. C'est vraiment là-dessus où je pense qu'il y a un vrai delta. Après, ça dépend plus de la personne et de la personnalité. Mais en général, si on veut faire une généralité, le bien-être au travail est beaucoup plus pris en compte, côté féminin. Première joie de ma vie professionnelle, la liberté. Et puissance 10 000. Mais la liberté, voilà, on la gagne, donc elle ne nous est pas acquise. Il faut tout organiser autour, encore une fois, pour être libre. Donc liberté, puis motivation aussi, parce que du coup je suis très motivée par tout ce que je fais, ça se ressent aussi. Et puis satisfaction générale, épanouissement dans la vie en général, pour les autres aussi. Parce que quand on est heureux, on donne du bonheur aux autres. Donc c'est communicatif. Je dis toujours, pour être bien en famille ou pour m'épanouir avec mes enfants, il faut que je m'épanouisse dans mon travail. Alors certes, je passe un peu moins de temps avec eux que certaines mamans. Néanmoins, j'ai besoin d'avoir un équilibre où j'ai pris du plaisir dans mon travail pour pouvoir prendre du plaisir dans ma famille. Alors ça a tendance parfois à choquer, mais c'est nécessaire à mon équilibre. Donc j'équilibre finalement vie professionnelle et vie privée en nourrissant des deux côtés. L'indépendance. Aujourd'hui, je suis libre. C'est-à-dire que si le lundi matin à 9h, j'ai décidé qu'on voyait toute une campagne de com des 6 prochains mois, hors ma chargée de com qui va me détester, mais je suis libre de le faire. C'est vraiment ce côté indépendance et liberté. Quand on veut mener un nouveau projet, c'est avec Étienne qu'on en discute, mais j'ai pas besoin de passer par N+1, N+2, voir s'il y a une validation. Enfin, je suis autonome. Je le fais, ça marche, c'est bien, je le fais pas. Enfin, c'est vraiment mes choix et c'est mes choix qui font que ça avance ou pas. Et ça, c'est ma satisfaction. Puis après, c'est la reconnaissance des clients. Ils sont contents, ils savent aujourd'hui nous recommander. Aujourd'hui, on fait pas de démarchage client et c'est eux qui nous recommandent. Donc, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'ils sont contents. Et ça, je suis contente. Et sur les salariés, c'est la même chose. On a un turnover, mais quasiment nul. Enfin, je veux dire, on a des salariés qui restent, ça veut dire qu'ils sont bien dans leur poste. Le respect, la confiance.
C'est vraiment avoir un travail respectueux, être respectueux envers la personne, enfin vraiment avoir une relation de confiance. Ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est mes 2 valeurs, très très important. Après, la valeur travail, mais ça, je l'enseigne à mes enfants, et avoir envie. Alors, la notion de valeur est vraiment personnelle. Au niveau travail, j'aime les choses qui sont bien faites, donc la notion de respect, la notion d'honnêteté sont des valeurs fondamentales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler dans un environnement sain si ces valeurs n'existent pas. Après, la valeur travail en elle-même, c'est pour moi une des valeurs principales. Au niveau des valeurs importantes, la première qui me paraît essentielle, c'est la valeur travail. Sans travail, vous ne faites pas grand-chose. Nous, on nous l'a appris dans notre éducation. On a beaucoup travaillé nous-mêmes. Donc, la valeur travail, c'est la première. Deuxième valeur qui me paraît importante, c'est l'honnêteté. Parce que sans honnêteté, vous ne faites pas grand-chose non plus. C'est pas clair. Et puis, donc travail, honnêteté, et puis, c'est pas vraiment une valeur, mais la communication. Ça règle beaucoup de choses dans tout. Quand vous avez les 3 là, généralement, vous arrivez à faire quelque chose d'une équipe. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai établi une relation de confiance avec les salariés. On fait des réunions d'équipe tous les mois ou tous les 15 jours suivant les besoins. Je suis la plus transparente possible au niveau communication, au niveau de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ça permet d'avoir confiance. Enfin, pour moi, ça permet d'établir la confiance. Les salariés sont très transparents, je trouve, enfin, le maximum, sans rentrer dans la vie privée naturellement, mais envers moi. Quand ils veulent évoluer vers quelque chose, ils me le disent. Et si je peux les accompagner, je les accompagne. Si je peux pas, je leur dis aussi. Et avec les clients, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avec les clients, quand les clients me demandent de faire quelque chose d'une certaine manière et que je leur dis que c'est pas possible, je préfère leur dire, enfin, clairement c'est pas possible, ou à ce tarif-là c'est pas possible, ou ça c'est pas faisable. Enfin, le but c'est vraiment de ce côté confiance. Voilà. Et donc respect mutuel derrière. Donc on le transpose vraiment au quotidien. Aujourd'hui, par exemple avec les clients, on leur fait des offres qu'on dit sur mesure. Donc c'est-à-dire qu'on fait vraiment une offre qui leur va d'après leurs besoins et pas parce que j'ai ça à revendre ou quoi que ce soit. Donc je respecte leurs besoins, je respecte leur travail, ils ont confiance en moi. Et quand je leur propose un produit ou un service, c'est ce qui leur correspond. Tous les jours. Tous les jours, je le transpose. Pour le travail, ça, il y a quand même on va dire un tissu d'éducation. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas trop habitué à travailler, vous allez avoir un peu du mal. Mais toutes les autres, oui. Et puis, c'est-à-dire par contre, on peut fonctionner que comme ça. Donc, les gens qui ne partagent pas ces valeurs-là, elles ont du mal à s'intégrer chez nous parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas parce que comme on est très transparent et on est très proche et comme on a nous-mêmes en fait pratiqué tous les métiers avec mon mari parce qu'on vient du bar, donc on a pratiqué tous les métiers dans l'entreprise en fait. Donc, on ne peut pas trop nous raconter des bêtises sur les temps, sur la difficulté, etc. On maîtrise un peu tout. Donc, ça passe pas trop. Donc, il faut être bon. Mais les entreprises bonnes sont parce qu'on a des bons gens qu'on a bien encadrés. Donc, ça va ensemble. Mais si vous n'avez pas le travail, pas l'honnêteté, vous ne communiquez pas et que ça ne marchera pas. Donc, c'est transposé au travail parce que c'est notre façon d'être. Et notre entreprise, elle est comme on est. Alors la valeur honnêteté, bienveillance, oui, c'est au quotidien avec les équipes, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Au niveau des clients aussi, apporter un gage de confiance, de transparence. Et la valeur travail, c'est essayer d'être tous les jours dans la qualité et dans le rendu qu'on peut apporter. Et transmettre aussi ça, transmettre aux générations également, que ce soit au niveau famille, et puis transmettre aux collaborateurs. C'est ce qui nous maintient, c'est ce qui fait de nous notre rôle social tous les jours et qui nous apporte l'équilibre. Les chaussures Non, c'est une touche au quotidien. Ça va être des chaussures comme ça va être j'ai un stylo licorne, ça va être sur mon bureau un petit décor. J'ai des fois des petits papillons dans les cheveux. J'ai toujours des paillettes. Ah, les paillettes, c'est la vie. C'est mon côté fun, décalé, qui fait qu'on me reconnaît. C'est ma marque de fabrique, entre guillemets, mais j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, donc c'est ce côté-là.
J'ai pas besoin d'être en tailleur, talons hauts, avec un col roulé jusque-là pour dire que je suis compétente et que je suis sérieuse. Mais c'est ma façon à moi de le faire. Moi, quand je suis arrivée au bureau, j'ai mis de la couleur. J'ai mis des plantes, j'ai mis des cadres, j'ai mis des fleurs, j'ai fait des panneaux de chantier avec des belles couleurs. J'ai fait changer les bleus de travail parce qu'ils étaient trop ternes. Ils ont maintenant des beaux t-shirts avec de la belle couleur. Il y a une image. On préfère, voilà, nous on a apporté, moi j'ai apporté que les hommes, ils vont un peu plus, ils vont considérer que c'est pas trop important. Et une femme, elle aime bien être belle et bien présentée. Donc autant que l'image de l'entreprise corresponde. Donc des belles camionnettes, des beaux poseurs, des beaux bureaux. Voilà, ça c'est la touche féminine. Ouais. Donc les réseaux, c'est vraiment très très important. Je pense que tout créateur d'entreprise, homme ou femme, a besoin d'intégrer les réseaux, qu'ils soient spécialisés ou pas, enfin généralistes, pour pouvoir faire alors son propre réseau, ses propres cartes de visite et surtout derrière avoir de la connaissance en plus. C'est pas que du business, c'est aussi des connaissances, c'est aussi des facilitateurs. Les réseaux, il y a deux choses. Ils sont indispensables et nécessaires pour rompre l'isolement. Néanmoins, ils restent difficilement accessibles pour une femme. En tout cas, il y a 10 ans en arrière, c'était très complexe de rentrer dans les réseaux. On avait très peu de crédibilité. C'est un peu le même processus, c'est-à-dire il faut faire ses preuves dans le temps. On entend souvent les hommes dire oh c'est une femme, tu vas voir, mais elle est bien quand même. Sous-entendu, les compétences, voilà, c'est une femme, mais il y a quand même quelque chose. Il y a ce point-là, et il y a l'autre point systématique, c'est quand vous présentez votre activité, ou vous dites ce que vous faites, c'est c'est votre mari qui est à l'atelier, ou c'est votre mari, ou frère, ou père. Il y a toujours une obligation d'avoir un tiers masculin. Et ça, j'allais dire, c'est la question qui revient systématiquement, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez dans les réseaux. Il est encore difficile de convaincre que l'entreprise, c'est vous, et que c'est votre représentation à vous. Les réseaux, on ne peut pas faire sans. Ouais. Puis moi, j'aime bien. C'est naturel, il ne faut pas trop en faire, mais c'est naturel, donc c'est bien d'en faire un peu. Ouais. J'avais quelque chose à ajouter aux porteuses de projets, à ces femmes qui ont envie d'être finalement maîtres de leur vie. C'est que certes, le chemin est long, pas toujours simple, mais au même titre que nos homologues, mais qu'il ne faut pas se décourager et au contraire, justement, s'entourer de réseaux, de clubs, de collaborateurs et puis toujours croire finalement en son projet. Aujourd'hui, si je fais ça, c'est-à-dire que si je continue à l'entreprise, c'est parce que c'est mon bébé, c'est mon dada, c'est mon truc. Mais si aujourd'hui je communique énormément sur le fait de créer au féminin, sur le fait que c'est possible, sur le fait de partager les métiers techniques, c'est parce que je veux que demain, mes enfants, j'ai filles et garçons, puissent faire le métier qu'ils ont envie. Et pas qu'on leur impose ou on leur dit c'est bien ou c'est pas bien ou quoi que ce soit. Le but, c'est les futures générations font vraiment ce qu'ils ont envie et qu'il n'y ait plus de stéréotypes et qu'il n'y ait plus ces images bloquées. Si demain, mon garçon, il me fait « je veux faire de la danse », il fait de la danse. Et je vois pas pourquoi il ne peut pas faire de la danse parce que c'est un garçon et il n'y a pas de stéréotype ou quoi à avoir derrière. Faut vraiment aujourd'hui décomplexifier tout ça. Et faut arrêter juste d'en parler, il faut juste le faire, je pense. Et ça facilitera nettement les choses. Ce qu'il faut, c'est le but d'une vie, c'est d'être heureux. Premièrement, on n'en a qu'une, donc il faut la vivre pleinement, il faut enlever tous les obstacles. Et une fois qu'on la vit, autant la vivre heureuse. Donc pour être heureux, effectivement, il faut se donner les moyens de l'être, il ne faut pas lâcher, il faut bien s'entourer, il faut aller chercher de l'aide où on en a. Les obstacles, il faut les laisser un peu de côté, il faut se battre, il faut se relever, il faut être fort. Et puis quand on l'est moins, on cherche pourquoi, on essaie à comprendre, et puis on rebondit, on se dit que la vie elle est longue, on n'en a qu'une, et il ne faut jamais rien lâcher, tout peut changer demain, mais on est maître par contre. Il n'y a jamais personne qui va vivre notre vie à notre place. Ça, personne ne le fait. Donc il faut se bouger, donc il faut être motivé. Il faut que les jeunes ils soient motivés, il faut qu'ils lâchent rien.
ça payera, il faut qu'ils s'entourent, il faut qu'ils déroulent bien le fil, il faut qu'ils s'entourent des bons filons. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est moins facile, il y en a qui naissent dans les bonnes familles, il y en a qui naissent dans les mauvaises familles. Ben, c'est comme ça. Mais tout le monde a son histoire avec sa famille, tout le monde a son histoire avec la vie, avec l'argent, avec les problèmes de santé. On n'est pas tous égaux, mais tout le monde doit faire avec et c'est pas une raison. Sinon, ça sert à rien de vivre la vie, et la vie elle est belle, il y a plein de choses à en faire, on rebondit tout le temps, on est dans un monde formidable, on est en 2021, il y a plein de choses à faire, on peut changer de pays, là il y a un virus, on va le vivre, nos grands-parents c'était la guerre, bon il y a à peu près que nos parents qui ont que les 30 glorieuses qui n'ont rien eu, mais je veux dire c'est la vie, donc il faut trouver des petits bonheurs, la nature, les enfants, le climat, la famille, la musique, il y a plein de choses, mais il faut pas lâcher quoi, ça sert à rien, il faut être heureux.